Mali, la justice a ordonné la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012. Il est détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats antipoutistes. Au Malawi, la Cour constitutionnelle rendra lundi prochain son jugement très attendu sur la régularité de l'élection présidentielle de mai 2019, un scrutin qui a consacré la réélection du président Peter Mutharika. Et puis l'ancien président centrafricain François Bozizé a déclaré que rien ne l'empêcherait d'être candidat à la présidentielle de 2020. C'était lors de sa première rencontre avec la presse depuis son retour à Bangui en décembre dernier. Bonsoir à tous. Au Mali, la justice a ordonné ce mardi la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012. Il est détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de soldats antipoutistes. La justice a également décidé de la mise en liberté provisoire de la douzaine de ses co-détenus. Les détails. La Cour d'appel de Bamako a ordonné la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012 et détenu depuis 6 ans. Amadou Sanogo va recouvrer la liberté dans un contexte où l'armée malienne est soumise à la pression des attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts dans ses rangs ces derniers mois. Amadou Sanogo est l'un des leaders du coup d'État qui avait chassé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars 2012. Ce coup d'État avait précipité la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg et aux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda dans le nord du pays. Mais c'est pour une autre raison qu'il a été arrêté fin 2013 et jugé avec ses co-accusés depuis fin 2016. Leur implication présumée dans la mort de 21 membres d'une unité d'élite, les Bérets Rouges, retrouvés dans un charnier. Opposés au coup de force de mars 2012, les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-putsch un mois plus tard avant d'être pourchassés par les putschistes. La Cour d'appel de Bamako a également décidé de la mise en liberté provisoire de la douzaine de co-détenus d'Amadou Sanogo. Ils sont fragiles et oubliés dans cette guerre au Sahel depuis plusieurs années et pourtant les enfants subissent un niveau de violence sans précédent dans ce combat qui se déroule dans cette vaste région qui réunit 5 pays d'Afrique. En 2019, au moins 277 enfants ont été tués dans le Sahel selon un rapport de l'UNICEF. Reportage. Les chiffres sont alarmants. Rien qu'au Mali, l'un des 3 pays du Sahel les plus durement touchés avec le Burkina Faso et le Niger, 277 enfants ont été tués ou mutilés au cours des 9 premiers mois de 2019. C'est le double du nombre total de 2018, indique un rapport de l'UNICEF. Mais c'est tout le Sahel central qui accuse une importante augmentation de la violence contre les enfants pris entre deux feux, des centaines d'entre eux ayant été séparés de force de leur famille, tués ou mutilés. L'Agence de l'ONU pour l'enfant appelle à la levée urgente de 208 millions de dollars pour financer ces opérations. Le Mali est le seul pays pour lequel l'UNICEF dispose de tels chiffres, a dit une porte-parole de l'organisation à Dakar, mais au Burkina Faso et au Niger aussi. Des enfants ont été victimes de meurtres, d'abus sexuels, d'enlèvements ou d'enrôlements contraints dans les groupes armés. Des centaines de milliers d'entre eux ont vécu des expériences traumatisantes, estime la directrice régionale de l'UNICEF. Le Mali, où le conflit a éclaté en 2012 avant de se propager, le Burkina Faso et le Niger sont en proie à une alarmante dégradation sécuritaire. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de la violence. En 2020, plus de 4,8 millions de personnes pourraient être en situation d'insécurité alimentaire. Entre avril 2017 et décembre 2019, sous l'effet d'attaques de plus en plus courantes entre les établissements, les enseignants et les élèves, les fermetures d'écoles ont été multipliées par 6 au Sahel central. Plus de 8 millions d'enfants de 6 à 14 ans n'y sont pas scolarisés, soit près de 55% de cette tranche d'âge. 6 soldats tchadiens ont été tués lundi dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram autour de l'île de Tetewa, située sur le lac Tchad. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, partagé par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous déplorons 6 morts et 10 blessés, a indiqué à l'agence France Presse le général Taher Erda, chef d'état-major des armées.
Nos forces étaient à la recherche d'éléments de Boko Haram quand ils sont tombés dans une embuscade aux alentours de Mondrari, un endroit truffé de hautes herbes, a précisé une autorité locale qui a souhaité garder l'anonymat. Depuis le début de l'année, le bilan est particulièrement lourd côté tchadien. Lundi dernier, une kamikaze a fait exploser sa ceinture dans le village de Kindiria et a provoqué la mort de 9 civils, dont 2 femmes et 7 hommes. 9 jours plus tôt, 4 villageois tchadiens avaient été tués et 4 femmes enlevées par les djihadistes dans une autre localité tchadienne située sur les pourtours du lac. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram et ISWAP au sein de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée autour du lac Tchad avec l'aide de comités de vigilance composés d'habitants. Début janvier, l'ensemble des 1200 Tchadiens de la FMM déployés depuis des mois au Nigeria sont rentrés au Tchad pour être redéployés sur les pourtours du lac côté Tchad où les attaques s'étaient multipliées. Les attaques du groupe djihadiste ont provoqué une dégradation de la situation humanitaire autour du lac, augmentant considérablement le nombre de déplacés dans cette région déjà considérée comme l'une des plus pauvres du monde. Au Malawi, la Cour constitutionnelle a annoncé ce mardi qu'elle rendra lundi prochain son jugement très attendu sur la régularité de l'élection présidentielle de mai 2019. Un scrutin qui a consacré la réélection du président Peter Mutharika, contesté par l'opposition, qui l'accuse de fraude. Des précisions à travers ces images. La Cour constitutionnelle du Malawi rendra le 3 février prochain un jugement sur la régularité de la réélection du président Peter Mutharika en mai 2019. Si la Cour constitutionnelle se prononce en faveur de l'opposition, de nouvelles élections pourraient être organisées. Au pouvoir depuis 2014, le sortant Peter Mutharika a été réélu en mai dernier avec 38,57% des suffrages selon les résultats de la commission électorale devant le principal candidat de l'opposition, Lazarus Chakwera, qui en a obtenu 35,41%. L'opposition a aussitôt dénoncé des irrégularités, dont un nombre à leurs yeux anormalement élevé de procès-verbaux de dépouillement raturés et a saisi la justice. Lors d'audiences qui ont passionné le pays, des témoins proches de l'opposition ont affirmé qu'au moins 1 million de bulletins de vote étaient irréguliers. Cependant, le camp du président Peter Mutharika a farouchement nié toute fraude. Signe de l'importance de ce dossier, la Cour a affirmé au début du mois que plusieurs juges avaient été victimes d'une tentative de corruption. Un homme d'affaires, propriétaire d'une banque malawite, a été arrêté à la suite de leur plainte. Pour maintenir la pression, l'opposition a organisé des manifestations de protestation dans le pays. L'ancien président centrafricain François Bozizé a déclaré que rien ne l'empêcherait d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'était lors de sa première rencontre avec la presse depuis son retour à Bangui au mois de décembre dernier. Reportage. L'ancien chef de l'État est toujours sanctionné par les Nations Unies pour son rôle dans la crise centrafricaine de 2013, marquée par de violents affrontements communautaires. Il est accusé d'avoir soutenu les milices anti-Balaka. Il a tenu dans cette première sortie face à la presse à se défendre sur nombre de sujets. Je demande solennellement pardon en ce jour. Je prie le peuple centrafricain de croire que je n'ai jamais fait du mal intentionnellement à aucun de mes compatriotes. Je vais m'adresser par écrit dans les tout prochains jours au point focal de délisting du comité des sanctions des Nations Unies afin que mon cas soit étudié et que ce soit mis fin aux sanctions prises injustement à mon endroit, car bien qu'elle n'ait, à mes yeux, jamais été justifiée. Jusqu'à preuve de contraire, rien ne m'empêche d'être candidat. Le moment n'est pas venu de pouvoir se prononcer là-dessus, dans la mesure où c'est mon parti qui pourra se prononcer sur les candidatures possibles.
L'ancien président n'a néanmoins pas donné plus de détails sur ses intentions politiques à moins d'un an de la présidentielle prévue en décembre. Le 14 janvier dernier, l'ancien chef de l'État avait été reçu par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, probable candidat à sa réélection. Un tête-à-tête qui n'a pas complètement dissipé les tensions entre le KNK, le parti de François Bozizé et la majorité présidentielle. Michel Djotodia, le chef de file de la Séléka, la coalition qui avait renversé François Bozizé en 2013, est lui aussi rentré d'exil le 10 janvier. Il avait été reçu dès sa descente de l'avion par le président. Une table ronde a été organisée à l'hôtel Hilton de Berlin par l'ONG Foundation for National Values Protection, dirigée par le célèbre journaliste russe Alexander Malkevich. Cette rencontre, qui avait pour thème la liberté d'expression à l'ère des réseaux sociaux, a connu un riche parterre de participants, dont la Suisse camerounaise Nathalie Yamb. Les images. L'événement a réuni un certain nombre d'experts et de professionnels de renommée internationale des domaines politiques, universitaires, journalistiques, documentaires et de la société civile. Définie autour du thème « La liberté d'expression à l'ère des réseaux sociaux », cette table ronde a été organisée à l'hôtel Hilton de Berlin par l'ONG Foundation for National Values Protection, dirigée par le célèbre journaliste russe Alexander Malkevich. La conférence aujourd'hui a été très intéressante. Elle a porté sur une thématique qui est très actuelle, à savoir la liberté d'expression et les réseaux sociaux. Les deux thématiques sont très liées. La liberté d'expression est souvent contrecarrée dans la vie réelle par les médias classiques, par les gouvernements, par différentes circonstances. Et on a pu constater aujourd'hui que ce n'est pas seulement en Afrique que cela a lieu, mais également dans d'autres parties du monde. Moi, j'ai découvert certaines choses que je ne connaissais pas. Et on se rend compte que le réflexe de chacun est de se déporter vers les réseaux sociaux qui étaient jusqu'ici, en grande partie, un espace où on avait la liberté de pouvoir s'exprimer, exprimer des points de vue, présenter des choses, générer des discussions qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde sur les médias classiques ou qui n'intéressent peut-être même pas les médias classiques habituels. Durant la rencontre, les échanges ont notamment porté sur les fake news, les commentaires haineux, les coupures d'Internet et la régulation de l'énorme masse d'informations qui circulent sur Internet. Les participants, qui ont reconnu que la liberté d'expression est un droit immuable, estiment que des mesures urgentes doivent être prises afin de garantir la sécurité de ce droit sur Internet. Ils proposent entre autres la nécessité d'adopter des réglementations et lois qui limiteraient le recours à la censure sur les réseaux sociaux, mais aussi des méthodes de contrôle public et d'autorégulation de ces nouveaux médias, le but étant d'éviter les fausses informations. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.